Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, le webinaire portera sur la menace des espèces aquatiques envahissantes sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Avant de débuter, je souhaite souligner que le webinaire là, s'inscrit dans la démarche climat de changement. C'est une démarche d'envergure qui est soutenue par le regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec dans le but d'atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050 et faciliter la résilience des communautés face aux impacts des changements climatiques. Donc, ce webinaire est donc réalisé avec l'appui financier du Canada. Je sais aussi qu'on a d'autres conseils régionaux en environnement qui sont parmi nous aujourd'hui. Je tiens à vous saluer à tous et à toutes. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre intervenante d'aujourd'hui. Diplômée d'une maîtrise en gestion de l'environnement et d'un baccalauréat en anthropologie, Simone Pinchot-Boulet occupe le poste de coordonnatrice de projet depuis septembre 2020 au sein de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. À partir des bureaux de l'OBVT à Rouyn-Noranda, son travail se concentre sur les projets de sensibilisation, de communication et de mobilisation. Je te cède donc la parole, Simone. Ben, merci beaucoup, Joséanne. Donc, tout le monde m'entend bien. C'est super. Merci au CREAT de m'avoir invité. C'est un de nos principaux partenaires. Donc, on est vraiment heureux là, de collaborer encore une fois avec eux. Donc, la présentation est faite. Merci encore. Donc, on va sauter dans le plan de la présentation. Premièrement, je vais faire une petite présentation de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue pour lequel je travaille. Ensuite, on va faire un petit portrait provincial des espèces exotiques envahissantes. Ensuite, un portrait régional de la présence. Je vais plus me concentrer sur les espèces aquatiques envahissantes. Comme je travaille pour l'organisme de bassin versant, on se concentre principalement sur les enjeux de l'eau. Ensuite, des petits conseils, quoi faire comme citoyen. Puis aussi, ça peut être, si vous êtes un organisme, là, quoi faire, quels éléments, quels gestes promouvoir chez vos citoyens. Ensuite, quoi faire comme organisation, organisme, association, communauté, municipalité aussi, pour éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ensuite, mon petit mot de la fin. On commence avec la présentation de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Il faut dire que nous, on fait partie d'un regroupement d'organismes de bassin versant au Québec. Comme vous pouvez voir, il y en a une quarantaine. Nous, on est ici. Puis vous pouvez voir aussi que les frontières, ce n'est pas des frontières administratives, c'est vraiment des frontières naturelles. Donc, c'est le bassin versant. C'est quoi un bassin versant? C'est un territoire donné qui est limité par la topographie où tout l'eau s'écoule en un même endroit. Donc, dans notre cas, tout l'eau s'écoule vers le lac Témiscamingue et va déboucher vers la rivière des Outaouais et va ensuite aller vers le fleuve Saint-Laurent. Puis pour ce qui est de un autre bon collaborateur de l'OBVT, l'OBVAJ, donc le bassin versant juste au nord, là, eux, tout l'eau s'écoule vers la baie James. Juste à titre informatif, comme ça, je vous donne des petites informations. Puis, qu'est-ce qu'on fait, nous, l'organisme de bassin versant? Ben, on est un organisme de concertation financé par le gouvernement provincial. Puis nous, notre mandat, c'est premièrement d'informer, de mobiliser, de consulter, de sensibiliser la population sur les enjeux de l'eau. Aussi, mobiliser les différents intervenants régionaux qui sont concernés par les enjeux de l'eau. Donc, ça peut être tant Hydro-Québec que des MRC, que des municipalités, que des associations de riverains ou, par exemple, des, des- des entreprises privées. Puis aussi, une grosse pièce là, de notre mandat, c'est l'élaboration du plan directeur de l'eau. Donc, c'est quoi le plan directeur de l'eau? C'est vraiment un portrait du territoire. Est-ce qu'on a des espèces exceptionnelles qui se trouvent sur le territoire, la géologie, la topographie, tout ce qui est au niveau social, euh, les principaux
industries qui se trouvent sur le territoire. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Puis ensuite, on pose un diagnostic sur ce portrait-là. Donc, c'est quoi les problématiques qui se trouvent sur le territoire? Est-ce qu'on a des problématiques d'érosion, justement, d'espèces exotiques envahissantes, des choses comme ça? Puis ensuite, on va faire un plan d'action pour répondre à ces problématiques-là. Puis, si on veut faire d'autres projets qui sont à l'extérieur de ce mandat-là, ben, on peut demander des subventions ou autres sources de financement, par exemple au privé, pour faire d'autres projets. Par exemple, des projets d'acquisition de connaissances, de sensibilisation plus ciblés, des projets d'amélioration de bandes riveraines. Aussi, on est mandaté par plusieurs municipalités pour faire des travaux d'inspection de fosses septiques. Puis aussi, on peut faire des plans directeurs de l'eau pour des lacs spécifiques. Donc, on peut être engagé par des municipalités, par exemple. On l'a fait avec le lac La Perrière au Témiscamingue. Un exemple comme ça. Donc, présentation faite, on saute dans le portrait provincial des espèces exotiques envahissantes. Avant tout, c'est quoi une EEE? Ben, c'est un végétal, un animal ou un micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Souvent, c'est des espèces qui viennent d'Asie, qui vont venir coloniser l'Amérique, par exemple, dans notre cas. Puis, c'est des espèces qui se reproduisent à un rythme très rapide, qui forment des populations très denses, puis ça, c'est au détriment des espèces indigènes. Ça vient modifier l'écosystème naturel. Maintenant, juste des petites informations, plusieurs plantes ont été introduites au Québec de façon intentionnelle ou accidentelle depuis le début de la colonisation européenne, si bien qu'aujourd'hui, près du tiers de la flore québécoise est exotique. Puis, ce n'est pas toutes les espèces exotiques là, qui sont envahissantes. Il y en a certaines qui ont la capacité de se propager de façon agressive, qui deviennent envahissantes dans certains milieux, dans certaines circonstances. Ce n'est pas seulement les plantes, les espèces exotiques envahissantes qu'on détecte aujourd'hui qui sont à surveiller. Il y a aussi des espèces dont la présence n'est pas connue au Québec, mais qui sont établies dans d'autres provinces ou États voisins qui sont à surveiller. Il y a aussi des espèces présentes au Québec, mais dont la nuisance pour la biodiversité n'a pas été démontrée ou pas encore été démontrée. Puis des espèces qui pourraient devenir nuisibles avec l'effet des changements climatiques. Par exemple, si l'eau des lacs monte de quelques degrés, ben, cette espèce-là pourrait proliférer de façon non contrôlée. Maintenant, un petit mot sur les impacts de ces espèces-là, tant au niveau environnemental, social et économique. Premièrement, perte de valeur d'habitation riveraine. Euh, là, on le voit un peu, là. Si vous avez une grosse talle, par exemple, de Myriophylle aepi devant chez vous, c'est sûr qu'il peut y avoir une perte de valeur des habitations qui peut être engendrée. Aussi, nuisance à la navigation, nuisance à la baignade. Encore là, si vous avez des grosses talles de Myriophylle aepi, c'est moins agréable de venir nager dans ces eaux-là. Perte de biodiversité, comme je disais tout à l'heure, quand une espèce exotique envahissante vient s'établir, elle peut prendre toute la place, donc laisse beaucoup moins de place à une belle variété d'espèces indigènes. Aussi, impact sur la santé humaine, ça peut occasionner certains inconforts, tant chez les humains que chez les poissons. On va en reparler quand on va parler du clat de serre épineux. Aussi, perte de qualité de la pêche sportive. Ça aussi, on va en reparler quand on va parler du clat de serre épineux. Mais certaines espèces peuvent faire que les poissons deviennent plus petits, se reproduisent moins. Donc ça, c'est sûr que c'est une perte de la qualité de la pêche. Puis si on a une perte de qualité de la pêche, si on a une nuisance sur le plan de la navigation, de la baignade, c'est sûr qu'il peut y avoir des impacts économiques liés au tourisme. Par exemple, si on n'a plus une si belle qualité de pêche dans une pourboirie, c'est sûr qu'il va y avoir un impact là.
Aussi, impact sur la productivité forestière et agricole. Là, j'ai mis une petite image de la grille du frêne, mais aussi la tordeuse de l'épinette, qui ont un gros impact économique sur cette industrie-là. Il y a aussi plusieurs insectes dans le domaine agricole là, qui ont un gros impact. Donc voilà, je voulais juste vous présenter la liste des espèces exotiques envahissantes au Québec. Anciennement, les espèces fauniques étaient chapeautées par le ministère de la Faune, de la Flore et des Parcs, puis les espèces floristiques, ministère de l'Environnement. Là, ces deux ministères-là se sont joints, mais les deux listes restent encore sur des sites différents. Donc, on va aller voir ça. Faut juste que je retrouve ma souris. OK. Donc, sur le site Internet, on a toute la liste. Ça, c'est pour les espèces fauniques. Excusez, je ne vous regarde pas, je suis sur mon autre écran qui est partagé à vous. Tiens, on a le cladocère épineux dans les crustacés, établi en Abitibi-Témiscamingue. On va aller le voir tout à l'heure. Donc là, si vous cherchez une espèce, il y a cette liste-là que vous pouvez consulter. Il y a aussi un autre outil que je vais vous montrer tout à l'heure. Puis si on va dans les espèces floristiques, on va sur un autre site Internet, puis il y a aussi toute la liste, une belle série d'informations. Puis tiens, peut-être que vous connaissez l'outil Sentinelle. Ça aussi, on va le regarder tout à l'heure. En fait, c'est l'outil que je vous parlais, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je laisse un peu de suspense là, dans la présentation. Bien important là, pour vous garder à l'éveil. Maintenant, portrait régional de la présence des espèces exotiques envahissantes. On a trouvé à ce jour 14 espèces sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2 espèces fauniques, 14 espèces floristiques. Mais comme je le disais tantôt, nous autres, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer, en fait seulement se concentrer sur le cladocère épineux, le Myriophylla epi, qui sont des espèces aquatiques. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les autres espèces, vous pouvez consulter soit la liste, soit l'outil Sentinelle que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ça, c'est une belle carte qui a été créée par le CREAT, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, qui montre l'aire de répartition, en fait, où on a trouvé du Myriophylla epi et du cladocère épineux en région. Donc, on voit, premièrement, pour le Myriophylla epi, c'est principalement là, autour de Rouyn-Noranda pour les lacs ou les points en rouge pour les plus petits lacs. Puis pour ce qui est du cladocère épineux, le seul endroit au Québec, en région plutôt, qu'on en a trouvé, c'est au lac Témiscamingue jusqu'à maintenant. Mais s'il y a quand même des lacs là, en Ontario qui sont assez proches de Rouyn-Noranda. Ladder Lake, il y a beaucoup de monde qui vont à ce lac-là, donc il faut faire extrêmement attention. Je vais vous parler de lavage d'embarcation de bateaux tout à l'heure, une technique très efficace, la plus éprouvée là, pour diminuer la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc là, on plonge vers le Myriophylla epi. Une petite présentation, c'est quoi le Myriophylla epi? C'est une plante submergée ou émergente, enracinée au fond du lac. Donc, ce n'est pas un algue, c'est vraiment une plante submergée qui forme des herbiers très denses. On a vu quelques photos, là, on peut le voir. Euh, je regardais ça justement tout à l'heure avec Josiane. C'est assez joli, mais on ne l'aime pas quand même, cette plante-là. Puis aussi peut pousser à des profondeurs allant de 1 mètre à 10 mètres, atteindre la surface dans des profondeurs de moins de 5 mètres. Puis pour une croissance maximale, ça prend une luminosité élevée, des eaux riches en nutriments. Puis là, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on s'en sauve un peu, en fait, parce qu'on a des lacs très, très argileux. Donc, la visibilité, la transparence de l'eau est assez moindre. Donc, la prolifération du myriophylle à épi est moins importante.
Par exemple, au lac Opasatika, on observe le myriophylle IP depuis plusieurs années, puis on voit que la prolifération n'est pas si importante que ça, mais c'est quand même une nuisance là, pour la région. Euh, c'est d'autant plus important de protéger les lacs d'eau claire qui se trouvent en région. Par exemple, si je pense à la région administrative de l'Estrie, qui a des lacs vraiment plus clairs que nous, euh, c'est une problématique beaucoup plus importante qu'en Abitibi-Témiscamingue. Qu'on a des lacs un peu de quick, si vous préférez, si vous pouvez bien, si je peux faire cette expression-là, disons. Aussi, un élément très important, c'est que cette espèce-là peut se propager très rapidement, ça par fragmentation de la tige. Donc, un petit morceau de la tige qui est fragmenté peut venir s'enraciner et donner naissance à un nouveau plant. Les fragments sont transportés soit par le courant, mais un des principaux vecteurs de propagation, c'est les humains, donc les embarcations, les remorques, le matériel nautique en général. Aussi, ça peut être les animaux, les oiseaux, par exemple, mais vraiment, le vecteur principal, c'est les humains. Juste une petite alerte. Attention, ne pas arracher ou couper le myriophylle AIP, puisqu'il peut se propager par fragmentation. Donc, lorsqu'on le coupe, eh bien, ça peut envenimer le problème. Ça peut créer des petits fragments, puis, comme je disais, envenimer le problème. Les impacts du myriophylle AIP. Comme je disais, c'est vraiment, ça crée des thalles très denses, donc ça peut priver de lumière, d'espace aussi aux plantes indigènes. Ce n'est pas un danger pour la santé humaine, c'est juste vraiment une nuisance à la navigation, à la baignade, à la pêche sportive, par exemple. Puis, comme je disais, le principal vecteur de propagation, c'est les embarcations. Ça pointe vers les embarcations qui se déplacent de lac en lac. Maintenant, juste un petit mot pour vous dire que on est pogné avec. Donc, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes que l'éradication complète n'est pas vraiment possible. Puis le myriophylle AIP, ça peut être un de ces espèces-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'il y a quand même des moyens d'atténuation, des techniques d'atténuation qu'on peut utiliser pour freiner vraiment la propagation. D'ailleurs, j'ai quelques-unes de ces techniques-là que je vais vous présenter. Premièrement, on peut utiliser des systèmes de bâchage synthétique. Donc, on le voit sur la photo ici. C'est des gros rouleaux de bâches qu'on vient installer euh, au fond du lac avec des poids. Puis, on va venir retirer ces bâches synthétiques-là à la fin de la saison estivale. Puis, qu'est-ce que ces bâches-là vont faire? C'est que ça va venir couper, ça va venir étouffer le myriophylle IP et le priver de lumière. Donc, le myriophylle IP va seulement mourir et comme ça, on va diminuer sa propagation. C'est un peu le même principe avec les bâches de toile en jute, mais ces bâches-là vont venir se décomposer au fond des lacs. Donc, on ne va pas les enlever. Il faut dire que les toiles synthétiques, c'est vraiment plus dispendieux que le bâchage de toiles de jute parce qu'on a à les... C'est plus petit principalement. Puis aussi, on a à les enlever à chaque fin de saison. Donc, les coûts sont plus élevés. Le bâchage synthétique, c'est plus pour des surfaces plus petites et le bâchage de toile de jute pour des endroits un peu plus grands. Puis aussi, il y a une technique qui est de l'arrachage manuel avec un aspirateur aquatique. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient vraiment arracher le myriophylle AIP à la base du plant, puis on vient l'aspirer pour éviter justement la propagation par fragmentation. Puis cette technique-là est souvent utilisée en complément du bâchage. Donc, on va venir mettre les bâches, puis par exemple, s'il y a du myriophylle AIP qui dépasse des côtés, ben, on va venir l'arracher et
et, euh, et le retirer, bref, du lac. Puis il faut savoir que ces algues-là, ils vont être jetés dans des sites d'enfouissement, ils ne vont pas être compostés pour éviter que ça soit un vecteur de propagation de l'espèce. Là, il y a la technique aussi de la faucheuse, la focardeuse. Je l'ai mis en orange parce que ce n'est pas une technique qui est très efficace. C'est utilisé par la ville de Granby qui se sont procuré cette faucheuse-là. Ça fait des années que c'est utilisé aux États-Unis, puis ça a toujours été un échec. Puis vous vous doutez peut-être pourquoi, parce que cette faucheuse-là ne va pas venir arracher à la base le myriophile à épi, va vraiment plutôt venir le couper. Donc, on se rappelle de mon petit avertissement, là, ne pas couper, ça peut envenimer le problème. Euh, donc, c'est ça. Cette technique-là peut être utilisée plutôt si on veut faire, par exemple, des corridors de voies maritimes. Si on veut régler ce problème-là à court terme, vraiment juste pour faire un corridor, mais comme moyen de contrôle, euh, selon moi, on se tire un peu plus dans le pied là, si on utilise cette technique-là. Donc voilà. Une petite étude de cas des travaux de l'Université Laval qui ont utilisé la technique des toiles synthétiques au lac des Abénaquis dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis on peut voir là, les résultats. J'ai mis après 4 ans d'intervention. On parlait en 2016 d'une zone infestée de plus de 35 000 mètres carrés. Puis en 2020, on parlait de moins de 10 000 mètres carrés. Donc, eux, ils ont utilisé, comme je disais, les toiles synthétiques. Euh, c'est des résultats quand même encourageants. C'est sûr, c'est quand même efficace, mais c'est assez long, c'est assez coûteux aussi. Mais il faut savoir que c'est quand même le prix à payer pour avoir des écosystèmes plus résilients, mais aussi d'avoir une meilleure qualité, avoir moins de nuisances là, à la navigation, à la baignade, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on saute dans le cladocère de serre épineux. On retourne à cette carte-là. Donc, un petit historique là, de l'apparition du cladocère épineux au Canada. Donc, on l'a retrouvé, on l'a détecté dans les années 80 dans un des grands lacs, le lac Ontario, originaire d'Eurasie, c'est probablement propagé là, avec le transport maritime, donc amené avec les gros paquebots. Puis, il a été détecté au lac Témiscamingue en 2018. Donc, ça ressemble à quoi le cladocère épineux? Pas très beau, je vous avertis tout de suite. C'est un zooplancton dont la famille se compose de petits organismes en suspension dans l'eau. Donc, on le voit là, c'est très, très petit. C'est un petit crustacé là, de 1 à 1,5 cm de long. Puis moi, j'ai entendu dire qu'au lac Témiscamingue, ceux qui ont été trouvés sont encore plus petits que ça. Donc, la queue occupe une bonne partie là, de l'organisme. Puis, c'est très, j'allais dire costaud, mais c'est très tough comme espèce. Ces œufs peuvent survivre à la sécheresse, à l'ingestion, par exemple, si les poissons le mangent, au gel aussi. Il y a des chercheurs de l'UQAT qui nous ont dit qu'il y a même des œufs qui ont survécu à un hiver au grand complet. On parle d'un hiver abyssidien quand même, là. Puis aussi, l'organisme en tant que tel tolère une large gamme de températures, puis aussi de salinité aquatique. Donc, difficile à s'en débarrasser, je dirais. Aussi, une seule femelle suffit pour coloniser un nouveau plan d'eau parce que ces femelles-là se clonent. À chaque 14 jours, sont capables de pondre des milliers d'individus. Donc là, moi, ça m'a fait penser, je ne sais pas pour vous, là, ça m'a vraiment fait penser à Jurassic Park. Donc, la vie trouve toujours son chemin. C'est ma petite blague de millénial. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, Maintenant, les impacts du cladocère épineux. C'est extrêmement vorace comme espèce. Ça consomme énormément de zooplancton. Donc, ça, c'est la nourriture des jeunes poissons.
Donc, ça rentre en compétition directe avec ces jeunes poissons-là en consommant la même nourriture qu'eux. Puis il faut savoir que les jeunes poissons sont incapables de manger le cladocère épineux parce que ça leur amène un inconfort, parce qu'il faut savoir que on appelle cladocère épineux à cause, je trouve ma souris, à cause de sa queue là, qui présente des épines. Donc, ça devient très inconfortable pour les poissons de l'ingérer. Donc, ils ne mangent tout simplement pas. Euh, Aussi, un autre impact, là, c'est que, comme on le voit sur la photo, ils s'agglomèrent aux lignes à pêche. Puis là, c'est pas si pire sur cette photo-là, mais il y a des photos que j'ai vues que c'est extrêmement. L'agglomération est très, très dense. Là, on dirait quasiment de la gélatine. Euh, Ça peut devenir très, très important. Puis c'est vraiment une nuisance quand on veut pêcher, par exemple, à la traîne. Puis aussi, comme le myriophylle AIP peut se propager naturellement, il faut savoir que le cladocère épineux, il n'y a pas de mode de locomotion, il fait juste flotter dans l'eau. Euh, donc, euh, donc, il peut se propager avec le courant ou aussi se propager par l'intermédiaire des activités humaines. Donc, s'il est accroché à notre équipement nautique, si il y a des œufs qui se trouvent dans le fond du vivier, par exemple, il peut se propager comme ça. Donc, c'est ça pour les informations du cladocère épineux. Maintenant, les petits conseils, quoi faire comme citoyen, puis en même temps, pour les municipalités, pour les organisations qui se trouvent parmi nous, c'est quels gestes on peut promouvoir comme organisme. Voilà, donc des conseils pour éviter la propagation des là, je ne me suis pas arrêtée aux espèces aquatiques envahissantes. Je suis allée avec aussi, ça peut être des espèces euh, terrestres. Puis on y va par thème. Premièrement, traitement des végétaux. Donc, ne jamais jeter dans la nature les fossés, les ravins le long des cours d'eau, des terrains abandonnés, des espèces exotiques envahissantes. Plutôt les jeter dans des sacs à ordures en plastique puis les mettre dans la poubelle, ne pas les composter. Je sais que comme personne qui se préoccupe de la nature, de mettre ça dans des sacs de plastique puis les jeter aux poubelles, ça peut être un peu contre-intuitif, mais vous faites vraiment un geste pour l'environnement en faisant ça. Donc, on évite la propagation des espèces exotiques envahissantes, on évite une perte de biodiversité, puis tous les impacts qu'on a parlé euh, au, au début de la présentation. Aussi, si vous achetez des graines, des plantes, allez vraiment dans des commerces locaux. Parce que si, par exemple, vous achetez une plante dans un site Internet, je ne sais pas, asiatique, par exemple, une plante qui est vendue là-bas peut être totalement inoffensive, puis arriver en région, en Amérique du Nord, ben, ça peut devenir une espèce envahissante. Donc, vraiment faire attention à ça. C'est toujours mieux d'acheter des plantes, des végétaux indigènes. Comme ça, on sait que ces espèces-là viennent de la région. Donc, il n'y a aucune chance qu'elles soient envahissantes. Aussi, ne pas arracher les plantes aquatiques, un peu avec mon rappel, là, de ne pas arracher les plantes parce qu'ils pourraient se propager par fragmentation. On fait juste envenimer le problème. Puis aussi, limiter les apports en sédiments et en nutriments dans vos plans d'eau pour éviter de créer un endroit vraiment propice à la multiplication des plantes aquatiques. Puis ça peut être une sensibilisation à faire auprès des agriculteurs. Par exemple, avoir une bonne bande riveraine diversifiée avec des plantes indigènes qui vont vraiment permettre de retenir les sédiments, les nutriments pour éviter qu'ils se déversent dans les plans d'eau. Donc ça, c'est des gestes qui peuvent être à promouvoir tant chez les particuliers, les habitants riverains, que chez les agriculteurs qui peuvent utiliser des engrais, par exemple, qui contiennent des nutriments qui vont venir créer un milieu propice à la propagation des plantes. Maintenant, mon petit point aquarium, ça revient un peu à ce que j'ai dit à la dernière diapositive, mais ne pas jeter vos plantes aquatiques
dans la nature, plutôt les jeter dans les ordures, éviter de les composter aussi. Euh, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue avait fait une alerte, si je ne me trompe pas, il y a peut-être 2 ans, disant qu'il y avait du myriophylle haipi qui avait été vendu comme plante d'aquarium. Donc, c'est correct tant que ça reste dans l'aquarium, mais s'il y a des particuliers qui viennent déverser le contenu de leur aquarium dans des lacs ou dans le système des égouts pluviales, ben là, ça peut être vraiment un vecteur de propagation de cette espèce-là. Donc, si vous avez des plantes aquatiques, vraiment les jeter et pas les mettre dans un fossé ou dans un terrain abandonné, par exemple. Aussi, avant d'acheter une espèce exotique, renseignez-vous sur ses caractéristiques, sur son mode de reproduction. Bref, renseignez-vous pour savoir si il peut devenir une espèce envahissante. Puis si vous venez à vous départir d'un animal, d'un poisson exotique, ben, pas le jeter aux toilettes vraiment, puis ne pas le relâcher dans la nature. Il faut vous adresser à un vétérinaire, à la SPCA, pour vraiment vous en départir de façon responsable. Donc, là, le point là, que tout le monde attend, j'imagine. Non, je dis ça parce que le point hydravion, il y a toujours une question sur les hydravions. Oui, les hydravions, c'est clairement un vecteur de propagation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, puis aussi le présentateur est tout le temps, je ne sais pas trop, mais là, je suis allée voir un document du ministère de l'Environnement qui donnait quelques conseils pour l'utilisation d'hydravions. Là, j'ai mis un hydravion de la Sopfeu, mais ça peut être un hydravion de monsieur et madame tout le monde là, qui se trouve sur un lac, un de vos voisins, par exemple. C'est vraiment, les conseils, c'est comme, c'est pas l'idéal, on s'entend, là, c'est pas comme sortir son hydravion en 2 vols, le laver, puis le remettre à l'eau, parce que c'est impensable de faire ça. Mais c'est mieux que rien comme conseil, donc je vous les donne tout de même. Donc, lors du décollage sur l'eau, évitez de circuler dans les herbiers de plantes aquatiques, puis soulever et abaisser plusieurs fois, à plusieurs reprises, les gouvernails pour déloger les plantes s'il y en a. Puis après le décollage, encore là, soulever à plusieurs reprises les gouvernails afin de déloger les plantes. S'il y a des plantes toujours visibles, là, je ne m'y connais pas beaucoup en hydravion. Je ne sais pas si on peut vraiment voir sur les flotteurs, sur le gouvernail, s'il y a des plantes visibles. Mais bref, s'ils sont visibles sur les flotteurs, vous pouvez retourner dans le plan d'eau et refaire la même manœuvre. Donc, soulever, abaisser à plusieurs reprises le gouvernail pour déloger les plantes. C'est principalement important si vous allez dans d'un plan d'eau qui a des espèces aquatiques envahissantes vers un plan d'eau qui n'en a pas. Donc voilà. Puis pour ce qui est des situations quand l'hydravion est hors de l'eau, essuyez bien les flotteurs avec une serviette avant de le remettre à l'eau. Puis lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est toujours mieux de laisser le plus longtemps possible hors de l'eau. Puis l'idéal aussi, c'est de sécher votre hydravion 5 jours entre les utilisations. Donc voilà pour les hydravions. Maintenant, un gros morceau, les conseils pour éviter la propagation pour les bateaux de pêche, pour les autres embarcations nautiques, autres matériels aussi nautiques. Donc, comme je disais tantôt, le nettoyage, très important, c'est un des gestes les plus efficaces là, de prévention. Donc, en 5 étapes faciles, premièrement, on inspecte à la sortie d'un plan d'eau, mais aussi à l'arrivée d'un plan d'eau, on inspecte votre embarcation. Par exemple, s'il y a des plantes qui sont venues se loger dans le moteur, on vient les jeter
On vient pas juste les jeter dans un fossé ou dans la nature, on vient les jeter aux poubelles, parfois proche des stations de lavage. Il y a des bacs qui sont vraiment dédiés à ça. Aussi, on vient drainer tout ce qu'il y a de l'eau dans votre embarcation. Donc, si c'est un bateau, votre vivier, votre cale, si je ne me trompe pas, le moteur, il est possible de vider l'eau. Et ensuite, on vient sécher. Donc, idéalement, on peut sécher notre bateau 5 jours entre les utilisations. Puis répéter ces étapes-là à chaque fois que vous rentrez ou vous sortez d'un plan d'eau. Puis comme je disais, ça s'applique à toutes les embarcations nautiques, là. Si on pense aux planches à pagaie, mais aux bateaux de pêche, bien sûr. Si vous faites de la plongée sous-marine, ça aussi. Puis, un conseil pour éviter la propagation, c'est d'éviter de naviguer dans des endroits qui sont vraiment couverts de plantes aquatiques. Si vous êtes en bateau, évitez de faire fonctionner votre moteur dans les colonies de plantes aquatiques pour justement éviter la fragmentation, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on revient à notre carte que j'ai modifiée, la carte du Conseil régional de l'environnement que j'ai modifiée. J'ai apposé les stations de lavage qui sont disponibles en région. Donc, il y en a des permanentes. Il y a la station de lavage mobile de couleur mauve de l'OBVT qui est installée au lac Loire dans la municipalité de Tachereau. Donc, il y a un réseau de stations de lavage. Si vous allez sur le site web du Conseil régional de l'environnement, sur leur page espèces exotiques envahissantes, vous allez trouver la carte, de la présence du myriophile à épis et du cladocère épineux. Et vous allez trouver une autre carte, euh, la localisation des stations de lavage. Euh, donc voilà, comme je disais, oui, il y a plusieurs stations. Il y en a qui sont situées vraiment à proximité des lacs. Il y en a d'autres qui sont comme celle de Arnfield, qui sont plus à des endroits stratégiques. Par exemple, si on est à Rouyn-Noranda, puis on va dans un lac plus à l'ouest, au lac Opasetica, au lac Aulier, il est possible d'arrêter au dépanneur Le Petit Castor, où est apposée la station de lavage, laver son bateau, aller faire notre journée de pêche, par exemple, revenir à la station de lavage, laver son bateau et retourner chez soi si on vit en ville. Donc voilà. Maintenant, je voulais faire un petit mot. Le suspense est terminé. Je voulais faire un petit mot sur l'outil Sentinelle. Donc, je vais me tourner vers mon autre écran. Excusez-moi, je ne trouve pas ma souris. OK, je l'ai. On va aller voir l'outil Sentinelle. C'est un outil de détection des espèces exotiques envahissantes qui vous permet d'obtenir de l'information sur une panoplie d'espèces, les espèces les plus préoccupantes au Québec, une description des principales caractéristiques, une photo qui va vous aider à les identifier parce que c'est aussi un outil qui vous permet de transmettre vos observations si vous voyez une espèce exotique envahissante en nature. Ces observations-là vont être validées par du personnel du ministère de l'Environnement. Puis ensuite, ça va être possible de les consulter sur l'outil Sentinelle. Donc là, on va aller voir ce petit outil-là. Donc, si vous cherchez outil Sentinelle, ministère de l'Environnement sur Google, vous allez sûrement tomber sur ce site-là. Donc, vous avez deux choix, aller sur le site web ou télécharger l'application mobile. Nous, on va aller sur le site web. Donc, voici l'outil Sentinelle. On peut aller voir une panoplie d'informations sur plein de différentes espèces. Tiens, si je tombe sur mollusques, crustacés, cladocère épineux. On le connaît bien, lui. Ah, on connaît bien aussi cette photo-là. Donc, comme je disais, il y a plein de photos, quelques photos pour nous aider là, à l'identifier. Puis ensuite, voilà, je voulais juste montrer qu'il y a vraiment beaucoup là, d'espèces. Puis aussi, on peut aller voir les observations
qui ont été faites au Québec. Si on va dans notre belle région, puis par exemple, tiens, notre beau lac Ossico, on peut aller voir une observation qui a été faite en 2016, donc du Myriophylle aipi qui se trouve au lac Ossico. Donc, cette photo-là a été validée par un biologiste, j'imagine, là, du ministère de l'Environnement, puis on peut consulter cette observation-là. Donc, c'est possible de s'inscrire, puis ensuite de rentrer des observations. Puis, il faut savoir aussi que l'Ontario a comme un équivalent programme de sensibilisation aux espèces envahissantes de l'Ontario via une plateforme déjà existante, si je ne me trompe pas, là. Donc, si on va ici sur signaler une observation, c'est lancé par EDD Maps. Donc, vous pouvez vous connecter. Puis c'est un peu le même principe là, que l'outil Sentinelle. Donc, si par exemple vous allez en Ontario, vous voulez savoir quelles espèces exotiques envahissantes se trouvent où vous êtes, ben, c'est possible de consulter cet outil-là. Maintenant, le bloc Quoi faire comme organisation. Je me suis concentrée sur trois axes qui sont fortement inspirés du plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales du Québec. Donc, la prévention, que je vais vraiment axer mon temps là-dessus. Là. Je pense que c'est très important comme organisation, comme municipalité, comme association, de faire beaucoup de prévention. Puis aussi, c'est un coût assez moindre, puis c'est très important. Tout ce qui est surveillance et tout ce qui est contrôle, donc j'en ai un petit peu parlé des techniques de contrôle quand je parlais du myriophylle aipi. Donc, le bloc prévention, encore là, je le divise en trois blocs. La sensibilisation et l'information, la réglementation et mon bloc station de lavage. Donc, on va axer une bonne partie là, sur les stations de lavage. Donc, sensibilisation. Je dirais que c'est un peu mal aimé, tout ce qui est sensibilisation. Personnellement, quand j'étudiais pour ma maîtrise, le pire stage qu'on pouvait avoir, c'est agent de sensibilisation. On ne voulait vraiment pas ça. Mais il faut savoir qu'il y a des façons de revoir la sensibilisation qui peuvent être beaucoup plus dynamiques. Des fois, il faut juste changer nos façons de voir, puis pas tomber dans des outils de sensibilisation un peu drabes comme cette photo-là. Euh, je ne veux pas bâcher le gouvernement, mais pour moi, ce type de pancarte-là, je trouve que ça attire pas l'œil, je trouve que ça... Je sais pas si ça touche vraiment une bonne population. Euh, Peut-être que des outils de sensibilisation peuvent être revus pour que ça devienne plus attirant, je pourrais dire. Donc, on va en parler un peu de ça. Puis, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la sensibilisation? C'est vraiment, on vise à faire la promotion des bonnes pratiques, aussi à informer sur les impacts de certains gestes. Puis, c'est important de toucher un large public. Puis, deux petits conseils pour faire ça, c'est sûr que multiplier les plateformes de diffusion. Donc, on pense tant aux bons vieux dépliants qu'aux guides, aux pages web, aux réseaux, des choses plus ludiques qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, des chroniques radio, des kiosques d'information. Euh, on a beau dire ce qu'on veut sur les dépliants, parfois, quand on fait face à une population qui est déjà sensibilisée, par exemple, si on va faire une présentation au sein d'une association de riverains, qui sont déjà quand même sensibilisés, qui veulent juste un condensé de l'information, ben, un dépliant, ça fait très bien l'affaire. Puis un bon vieux dépliant, des fois, hein, on aime ça. Puis aussi, un autre conseil pour toucher un large public, créer du contenu pour un public cible. Donc, tant les villégiateurs, les pêcheurs, les chasseurs, gestionnaires de pourvoiries, aussi les associations de riverains. Souvent, quand je fais des présentations aux associations de riverains,
je dis, ça serait vraiment intéressant de faire un guide du bon riverain que vous pouvez distribuer premièrement à l'ensemble de vos riverains, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau riverain, il est possible de distribuer ce guide-là qui peut justement contenir des dépliants, mais aussi, par exemple, des contacts de l'association de riverains, des contacts des différentes organisations avec qui l'association a affaire, comme les conseils régionaux de l'environnement, comme les associations de riverains. Donc, c'est un petit conseil. Puis aussi, un petit mot pour un public plus jeune, les enfants, les adolescents. Euh, Par exemple, mon collègue, hier, a fait une présentation qui a rallié la sensibilisation à la création artistique dans une école au grand complet. Donc là, il est venu sensibiliser 120 élèves avec une activité super intéressante. Les professeurs, ils ont donné un 10 sur 10, il m'a dit. Donc, parfois, de sensibiliser directement les jeunes, ça peut faire écho à l'ensemble de la famille. Donc, ça peut être très puissant comme vecteur de sensibilisation. Si on continue dans la sensibilisation, un défi, c'est de réussir à sensibiliser sans avoir un ton trop réprobateur, sans être trop lourd. Puis un outil qui peut être utilisé, c'est tout ce qui est ludification, gamification. Ça consiste en quoi? La gamification, ça consiste à exploiter le potentiel des éléments de jeu pour encourager un changement au niveau comportemental des individus. Je donne quelques exemples. C'est un concept qui est beaucoup utilisé en gestion de matière résiduelle. Donc, le principe de base, c'est qu'il y a un objectif, un défi et une récompense. Par exemple, si je prends la petite poubelle en bas à droite, l'objectif, c'est par exemple de lancer notre déchet puis de lancer en un seul coup. Le défi, en fait, ça serait de le lancer en un seul coup, puis la récompense, ça pourrait être la satisfaction de l'avoir fait en un seul coup. Euh, Si on regarde les autres exemples, il y a le fameux poisson glouton. Ça doit sans doute être sur une plage en France. Donc, on participe à remplir son estomac en mettant des déchets dedans. Une poubelle à mégots de cigarettes qui est en fait un sondage. Donc, vous êtes plutôt Netflix ou ciné? Donc, on peut participer au sondage en mettant notre mégot de cigarette dans le choix. Euh, Personnellement, plus cinéma, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment rapport. Euh, si, si on donne un exemple local, l'outil Sentinelle qu'on a vu tout à l'heure pourrait clairement exploiter des éléments de la gamification. Par exemple, on donne des récompenses aux personnes qui ont donné plus d'observations, pas des récompenses en argent ou en prix, mais peut-être un saut d'excellence, un saut or, argent, bronze, par exemple, pour des personnes qui contribuent beaucoup à rentrer des observations. C'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Peut-être que ça pourrait engager plus la population à rentrer des observations d'espèces exotiques envahissantes. Aussi, il y a tout ce qui est concours qui peut être utilisé en ce sens. Je pense l'an passé, si je ne me trompe pas, ou l'autre année avant, le Conseil régional de l'environnement avait un concours là, par rapport au lavage d'embarcation. Je pense qu'il y avait comme prix un canot d'une bonne valeur à gagner. En tout cas, si je ne me trompe pas, là, vous me le direz si je me trompe un peu plus tard dans la présentation. Puis, sans nécessairement utiliser la gamification, les principes de base de la gamification, euh, on peut amener des éléments esthétiques intéressants qui attirent l'œil, puis qui sont aussi des outils de sensibilisation, de l'art de rue qui permet aussi de sensibiliser la population. Donc, comme je disais, ces principes-là, c'est comme dans les villes, c'est plutôt utilisé pour,
pour la gestion de matières résiduelles, je n'ai pas trouvé d'exemple empêcher la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, mais c'est clair qu'on pourrait se creuser la tête puis trouver certains moyens. Euh, J'en doute pas. Donc, voilà. Le point réglementation. Juste un petit mot pour dire que c'est vraiment des mesures puissantes qui s'inscrivent en prévention, mais par contre, c'est quand même difficile à mettre en place. Ça peut être aussi difficile à faire respecter. Il faut prendre en considération vraiment beaucoup de variantes pour mettre en place un bon règlement. Puis aussi, ça peut nécessiter des infrastructures ou le déploiement de nouvelles ressources. Donc, il faut vraiment bien penser à notre affaire avant de mettre en place une réglementation pour justement qu'elle soit respectée. Maintenant, mon gros bloc station de lavage. Avant toute chose, je vais prendre une gorgée d'eau. Oui, c'est ça. Avant toute chose, la vision qu'ils vont avoir euh, pour implanter une station de lavage, c'est de limiter au maximum les contraintes d'utilisation. Donc, quand on pense au processus complet de lavage, il doit être rapide. Les informations nécessaires à l'utilisation de la station doivent être claires, facilement accessibles aussi. L'emplacement de la station, facilement accessible. Il ne faut pas nécessiter de gros détours là, inutiles pour accéder à la station. Aussi, les heures d'ouverture adaptées à la majorité des utilisateurs. Les coûts d'utilisation devraient idéalement être gratuits, mais sinon abordables. Puis aussi, prendre en ligne de compte qu'il faut rester ouvert à ajuster votre stratégie selon les rétroactions des utilisateurs au fil des années. Donc maintenant, je vais présenter différents choix pour lesquels on peut opter lorsqu'on installe une station de lavage. Euh, donc, c'est possible d'installer une station de lavage mobile comme celle que vous voyez, celle de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, qui est positionnée à côté du lac Loire cet été. Euh, il y a aussi des stations de lavage permanentes qu'on ne peut pas déplacer, là, que l'installation est vraiment sur un site donné. Puis une formule hybride. En fait, nous, notre station de lavage à l'OBVT, c'est une formule hybride parce que notre remorque ne bouge pas pendant l'été, elle reste vraiment au même endroit pendant toute la saison estivale. Aussi, c'est possible d'agir en collaboration avec un ou plusieurs commerces qui détiennent déjà des infrastructures, donc des garages, des lave-autos, des stations-service. Si je ne me trompe pas, celle de Arnfield est juste à côté d'un restaurant et d'une station-service, donc je me demande s'ils n'utilisent pas leurs infrastructures là, euh, pour faire la station de lavage. Maintenant, le choix d'encadrement. Il faut savoir, encore là, un petit mot sur la réglementation, il faut savoir que les municipalités ont le pouvoir d'instaurer une réglementation encadrant le lavage des embarcations. Ils peuvent imposer l'obligation de nettoyer l'embarcation tant sur un territoire privé que public. Cela étant dit, c'est plus facile à dire qu'à faire en Abitibi-Témiscamingue parce qu'il faut dire que ici, on a 20 000 lacs. On peut avoir des lacs de bonne dimension. Donc là, si à une descente de bateau, il faut qu'on impose le lavage des bateaux, ça se peut qu'il y ait des effets négatifs qui vont se créer. Certaines personnes qui vont utiliser des rampes de débarquement illégales, je pourrais dire. Puis ça se voit par exemple au lac du Faux, même s'il n'y a pas d'encadrement sur la rampe de bateau. Puis ça peut créer, par exemple, de l'érosion des bandes riveraines, de la perte de végétaux sur les bandes riveraines aussi. Donc, des fois, il faut bien penser à notre affaire, ça peut créer plus de nuisances que d'autres choses. Mais il faut savoir que si c'est bien implanté, une réglementation comme ça, peut augmenter considérablement le nettoyage des embarcations, puis ainsi réduire le risque de propagation. Encore dans le cadre de choix d'encadrement,
c'est beau d'instaurer une réglementation, mais il faut vraiment mettre en place des moyens de contrôle. Donc, il y a différentes façons de faire. Premièrement, des preuves de lavage. Si vous donnez, par exemple, un certificat, une vignette, un coupon, un autocollant qui peut expirer après un certain temps. Euh, Ces coupons-là, ces preuves-là de lavage peuvent être octroyées automatiquement par un système automatique ou par un employé. Aussi, les preuves de lavage peuvent être utilisées comme un contrôle d'accès euh, au lac avec une barrière physique, par exemple, à la rampe de mise à l'eau. Puis s'il y a une absence de barrière, il pourrait avoir euh, en fait, les preuves de lavage peuvent être utilisées plus de façon passive. Par exemple, les utilisateurs peuvent l'afficher de façon visible sur leur automobile stationnée, aussi sur leur embarcation. Puis, il peut y avoir un certain contrôle qui se fait soit par un patrouilleur nautique ou par un patrouilleur aux descentes de bateaux. Si vous avez si vous avez une réglementation, ce patrouilleur-là pourrait donner une amende. Si vous n'avez pas de réglementation, ça peut être juste une occasion de faire de la sensibilisation. Puis sans réglementation, l'occasion de sensibilisation, ça peut être dans le cadre d'un projet pilote qu'on va vers une réglementation, si vous me comprenez bien. Il y a aussi l'installation de caméras de surveillance qui peut être utilisée. Ça peut inciter les usagers à faire le lavage, aussi inciter à ne pas faire des usages non voulus, comme par exemple le lavage de voiture. Si on ne veut pas ça à une station de lavage de bateau, par exemple. Puis aussi, ça peut faire une surveillance du matériel là, pour éviter les bris. Maintenant, type d'opération, soit une opération libre-service, ou avec opérateur. Donc, il y a des avantages, des inconvénients pour chaque façon de faire. Euh, le libre-service, ça prodigue une très grande accessibilité, c'est moins coûteux, nécessite moins de gestion. Des avantages pour avec l'opérateur. C'est sûr que le lavage est plus efficace parce qu'on a un employé formé qui vient faire le lavage. Puis aussi, cet opérateur-là peut faire un travail de sensibilisation, aussi de contrôle du lavage des embarcations. Donc, ça peut être un travail conjoint en ce sens-là. Il y a moins de risques de bris, moins de risques de blessures aussi, parce qu'encore là, on a un employé formé. Puis si on a la présence d'un opérateur, ça peut décourager un usage non désiré. Encore là, lavage de voiture, lavage de vélo, par exemple. Puis les inconvénients pour le libre service, c'est sûr que le nettoyage peut être moins efficace si ce n'est pas un opérateur. Les risques de bris, de blessures sont plus grands. Nécessité d'avoir des panneaux explicatifs. Mais moi, dans tous les cas, je me dirais que des panneaux explicatifs sont quand même importants. Puis aussi, la campagne d'information est d'autant plus importante. Les inconvénients avec un opérateur, c'est sûr qu'il y a une formation de l'opérateur nécessaire, tout ce qui est coût de plus entourant l'opérateur, donc les salaires, aussi il faut une certaine gestion des horaires, certaines logistiques là, qui s'ajoutent en fait à la logistique de l'opération de la station. Puis aussi, il doit avoir certaines heures d'ouverture de la station de lavage parce qu'il ne peut pas avoir un opérateur 24 heures sur 24. Là, je me suis mis des petits astérix pour pas que j'oublie de vous mentionner qu'il y a plusieurs municipalités qui ont fait l'expérience d'une station de lavage, qui ont des heures d'ouverture constantes. Puis il y a des nombreux usagers qui attendaient la fermeture de la station pour rembarquer leur bateau ou mettre leur bateau à l'eau. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être observées. Puis aussi, un autre élément que je veux mentionner, c'est qu'il peut très bien avoir une formule hybride. Donc, il y a un opérateur de 8 à 5 heures. Puis, lorsqu'il n'y a pas d'opérateur, ça devient une station libre-service. Maintenant, tout ce qui est tarification, ça peut être gratuit, ça peut être payant, les avantages que ça soit gratuit. C'est sûr, ça fait plus d'utilisation, plus grande acceptabilité sociale,
quand c'est payant, permet de rentabiliser une partie ou l'entièreté des frais de la station, ou si ça décourage un usage non désiré. Des inconvénients que ça soit gratuit, la station ne génère aucun revenu. Cela dit, c'est sûr que d'agir en prévention, c'est beaucoup moins cher que de gérer un problème là, de prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Donc, par exemple, la ville de Granby, avec sa faucheuse, là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Là. Donc, c'est quand même important comme coût pour une municipalité. Les inconvénients, que ce soit payant, c'est sûr que ça peut être perçu comme une manière de restreindre l'accès au plan d'eau. Puis effectivement, ça peut restreindre l'accès au plan d'eau. Il y a moins de monde qui vont y aller parce que c'est payant. Puis aussi, si le lavage d'embarcation n'est pas obligatoire, d'exiger un prix pour l'utilisation de la station encouragerait les présenciers à contourner, à se diriger vers des sites qui sont sans contrainte. Donc, voilà. Un petit mot sur le choix du site. Donc là, j'ai pris une photo aérienne de la station, une des deux stations au lac Pressac. C'est important de choisir. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que le choix du site a vraiment un impact sur l'achalandage de la station de lavage. Comme on le voit ici, la station est vraiment à la sortie, à la rampe de mise à l'eau. Mais aussi, ça peut être à un endroit plus stratégique, comme je parlais là, de celle qui est placée à Urnfield. Donc, il y a beaucoup de lacs qui sont à l'ouest de Rouyn-Noranda. Ça, c'est le lac Fortune, King of the North, Mud, un des deux, là, je ne me rappelle plus. Le lac Renault, il y a le lac Opasatika un peu plus au sud, au sud-ouest. Donc, c'est quand même stratégique là, comme positionnement. Donc, ce n'est pas directement à côté d'un lac, mais il y a beaucoup d'autres lacs qui sont à côté. Donc, comme je disais tantôt, on sort de Rouyn-Noranda, on va à la station Unfield, on lave notre bateau, on va, par exemple, notre journée de pêche à Opasatika, on revient, on lave notre bateau, on retourne chez nous après une bonne journée bien remplie. D'autres mots sur le choix du site. Là, où des fois, ça peut freiner là, dans l'installation des stations de lavage, euh, c'est qu'il faut un minimum de 30 mètres de tout plan d'eau, soit des lacs, des rivières, des ruisseaux, des fossés. Puis en Abitibi-Témiscamingue, aussi des milieux humides, je ne l'ai pas marqué. En Abitibi-Témiscamingue, des milieux humides, il y en a vraiment partout. Donc, ça peut créer un certain frein à l'installation de stations de lavage. Par exemple, si je pense au parc La Vérandrie, ils ont un gros projet d'installation de réseau de stations de lavage, puis ils sont un peu freinés par cette obligation-là, parce que dans le parc La Vérandrie, il y a des milieux humides partout, il y a des plans d'eau partout, donc ça peut être un casse-tête. Aussi, idéalement, là, devrait avoir une pente nulle ou légère opposée au plan d'eau. Aussi sur une surface perméable, donc ça peut être du gravier euh, ou, euh, ou des tuyaux qui ne s'en vont pas dans les égouts pluviaux, qui vont être traités là, par des installations municipales. Aussi, idéalement, situé sur un site municipal. Si c'est situé sur un site privé, juste faire, regarder bien, avoir une bonne entente, je pourrais dire, là, avec le site privé là, pour une location à très long terme, par exemple. Avoir accès à l'eau, à l'électricité, c'est sûr que c'est idéal là, pour faciliter l'implantation, diminuer les coûts aussi d'installation. Aussi, avoir un espace suffisant pour manœuvrer les remorques, gérer bien le trafic. Aussi, un petit rappel super important, aucun résidu de lavage ne doit atteindre les plans d'eau, d'où la pente nulle, d'où la surface perméable, aucun ruissellement qui vont finir dans les égouts pluviaux aussi, parce que ça peut être un vecteur de propagation.
des espèces exotiques envahissantes. Maintenant, juste une petite énumération là, des équipements nécessaires. Les équipements essentiels, certainement les laveuses à pression, abris pour équipement. Si on parle d'une station fixe, simplement une petite remise. Si on parle une station mobile, on parle d'une remorque fermée, comme on a pu voir sur la photo de la station mobile de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Puis aussi toutes les installations pour récupérer les déchets. Donc, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, là, mais des contenants vraiment conçus pour accueillir les déchets, euh, les résidus de plantes, de boue, d'appât. Donc, des contenants qui vont vraiment aller dans des sites d'enfouissement et non au compost ou pour éviter vraiment de relâcher des résidus d'espèces exotiques envahissantes dans la nature, dans les fossés, tout ça. Aussi des outils optionnels, les équipements optionnels, des outils de sensibilisation, de signalisation, pompe à eau. Si vous pompez l'eau directement du lac, ça prend, si je ne me trompe pas, ça prend certaines autorisations du ministère de l'Environnement pour ça. Puis aussi tout un système de filtre pour ne pas casser votre laveuse à pression. Un chauffe-eau, parce que c'est sûr qu'un lavage avec de l'eau chaude va être plus efficace. Un système de contrôle de paiement, de surveillance, dépendamment des choix que vous faites sur les choix de contrôle. Tout ce qui est autorisation, tout ce qui est éclairage. Si vous voulez rallier ça avec un aire de pique-nique aussi, des toilettes, aire de jeu, c'est des choses qui peuvent se faire. Aussi, tout ce qui est matériel de décontamination, ça peut être important si vous n'avez pas un chauffe-eau. Donc, juste une petite brosse, des balais, des grattoirs qui peuvent aider au nettoyage. Maintenant, le point budget. Les coûts sont extrêmement variables. J'ai montré plein d'options. Donc, selon les options que vous choisissez, par exemple, si vous prenez une station libre-service, sans mesure de contrôle, sans opérateur, avec des équipements assez légers, vous pouvez vous en sortir en bas de 20 000 sinon, si vous optez pour une station fixe, opérée par un employé, avec un aménagement de site, ça peut aller au-dessus de 70 000 là, aussi avec un système de drainage, d'alimentation en eau et tout ça. Là. Donc, 70 pour la première année. Puis ensuite, il faut prendre en considération les coûts d'exploitation. Donc, si on paye un employé, puis ça encore, ça dépend vraiment. Euh, si ça dépend vraiment, excusez-moi, ça dépend vraiment du contrôle choisi, aussi de l'entretien nécessaire. Si on a besoin, par exemple, de carburant, si on a besoin de carburant pour une laveuse à pression qui marche à l'essence. Donc ici, je ne vais pas faire l'énumération, mais il y a plein d'éléments à considérer dans le budget. La présentation va être disponible. Donc, vous allez pouvoir consulter ça. Maintenant, juste des petites pistes. OK, excusez-moi, ça ne marchait pas. Juste des petites pistes pour des idées de financement. C'est sûr qu'il y a le programme Station de nettoyage d'embarcation du ministère de l'Environnement qui est bien connu dans le réseau des OBV, en tout cas. C'est pas des si gros montants que ça, c'est pour des projets d'installation de stations de lavage, mais c'est quand même mieux que rien. Puis c'est un montant d'aide financière qui s'élève à un maximum de 75 de la valeur totale des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 15 000 donc, on parle d'un projet de 20 000 mais il faut quand même trouver le 25 qui reste là, soit des fonds publics, des fonds municipaux, par exemple, ou un organisme, une entreprise privée. Ça peut être issu de ça.
Aussi, il y a un fonds qui vient juste de sortir là, au fédéral, Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes. Donc, c'est pas, euh, ça vise pas strictement les stations de lavage. Donc, c'est pour des plus gros projets. Euh, donc, tu sais, on parle de projets. Les projets ne peuvent pas aller au-delà de 250 000 par année et être financés pendant plus de 3 ans. Ça, c'est une des contraintes de la demande de subvention, mais on s'entend qu'avec en bas de 250 000 par année, on s'entend qu'on peut faire des belles choses. Euh, mais tu sais, on pourrait parler, par exemple, d'un projet de réseau de stations de lavage. Puis aussi, c'est pas très gros là, comme aide financière, mais ça peut aider quand même le Fonds de soutien aux initiatives locales de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Donc là, on a un petit fonds de soutien, euh, 50 des coûts total d'un projet, allant jusqu'à 500 par projet. Donc, on parle d'un projet d'au-delà de 1 000 puis ça prend pas beaucoup de reddition de compte là, par rapport à ce fonds-là, juste des petites factures justificatives prouvant que le projet va au-delà de 1 000 Euh, Puis il faut dire que nous, avec notre fonds de soutien, c'est possible de donner un peu plus si on a si on se fait, là je ne le dis pas trop fort, là, mais si, il y a des beaux projets bien faits qui sont vraiment en lien avec notre mandat, il est possible qu'on donne un petit peu plus. Donc, si vous voulez utiliser ce fonds-là, ben, contactez-nous à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Maintenant, pour la surveillance, là, on a passé toute la prévention, on est rendu à la surveillance, même avec des gros efforts de prévention, il y a des risques que les espèces exotiques envahissantes se propagent. C'est pour ça qu'une surveillance est importante. Ça permet la détection hâtive des espèces qui s'introduisent dans les secteurs touchés. Permet d'effectuer rapidement des interventions qui viseront à éviter la propagation, l'établissement des espèces exotiques envahissantes dans le territoire. Puis aussi, ce suivi-là est nécessaire pour orienter les interventions de contrôle futures, là, puis aussi d'évaluer les répercussions sur l'environnement, l'économie, la santé, le social, la sphère sociale. Ensuite, le point contrôle maintenant. En cas de propagation d'une nouvelle espèce, un des points les plus importants, c'est d'agir très rapidement. Le ministère de l'Environnement, la Faune et des Parcs a développé des protocoles éprouvés de contrôle pour certaines espèces, mais pas toutes. Ils sont encore en train de faire des tests pour développer des nouveaux protocoles. Il y a certaines espèces qui sont bien établies, qui pourront, comme je l'ai dit au début de la présentation, jamais vraiment être éradiquées sur le territoire du Québec. On peut quand même ralentir leur prolifération, puis diminuer leur impact négatif. Des fois, quand je fais des kiosques d'information, puis je parle par exemple du cladocère épineux, on me dit, oh, on a juste à mettre un prédateur, ça va diminuer la propagation, blablabla. Mais il ne faut pas tomber dans le piège des solutions faciles qui peuvent causer plus de problèmes que d'autres choses. La fameuse exemple des chats de Bornéo. Là, je vous donne c'est une petite image issue d'une vidéo bien connue. J'avais connu ce vidéo-là. C'est un de mes professeurs de maîtrise qui nous avait montré cette vidéo-là. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais si vous tapez dans YouTube chat de Bornéo, vous allez pouvoir regarder un petit vidéo de 3 minutes qui explique la cascade de problèmes qui est survenue après avoir voulu contrôler les problèmes de malaria sur une île proche de l'Indonésie. Donc, avec du DDT, il faut dire. En tout cas, un petit devoir pour vous. Simone, juste te Ouais, dire, il reste plus beaucoup de temps à la présentation. En fait, il faudrait il me reste peut-être. 2 diapos. OK, parfait. Si on va avoir un temps pour les questions, il restera juste 10 minutes, fait qu'il Ouais, faudrait. ouais, bien sûr. Merci. C'est juste un petit mot pour dire que ben,
il existe quand même des outils d'atténuation, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le Myriaphile IP, en tout cas. Puis maintenant, mon petit mot de la fin. Il existe quand même un momentum pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes. On attend quand même, on a espoir par rapport au fond bleu. Puis aussi, tu sais, quand il y a des nouveaux fonds qui arrivent, comme le fonds fédéral que je vous ai présenté tantôt, c'est quand même encourageant. On a une certaine volonté politique qui va vers la lutte aux espèces exotiques envahissantes. Donc, il y a de l'espoir, tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Puis, si vous avez des questions, Josiane, je ne sais pas si tu veux gérer ou Oui. les Dans le fond, personnes. il nous reste encore quelques minutes pour la période de questions, donc je vous invite soit à lever la main ou vous pouvez peut-être même aussi poser vos questions dans le chat. Je sais que Evelyne Roy voulait peut-être vous glisser un mot là, qui est conseillère en environnement là, pour le ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si Evelyne, tu voulais prendre la parole? Oui, salut. Excuse-moi, je suis pas familière avec Zoom. Euh, est-ce que vous me voyez? Oui, Bref, on OK. t'entend bien. Bon. Ben, en fait, bravo pour la présentation. C'était vraiment complet. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ben, en fait, je pense que vous avez couvert pas mal tout, là. C'était une très belle présentation. C'est ça, au niveau du ministère, j'ai vu que tu as survolé un petit peu la réglementation, puis en effet que c'est pas toujours évident de mettre de la réglementation là, par rapport à ça. Il y avait quelques articles là, qui prévoient là, des interventions qui peuvent être faites sur les espèces exotiques envahissantes sans passer par toute la grande procédure d'une demande d'autorisation ministérielle, par exemple, là. Donc, je ne sais pas si c'est des articles qui pourraient vous intéresser, là, que vous pourriez aller consulter. En fait, c'est via le RAFI, là, qu'on appelle le règlement sur l'encadrement des activités là, en fonction des risques. Donc, je pourrais peut-être vous le partager dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que c'est le genre d'information que vous jugez important que je transmette? Moi, personnellement, je trouvais ça intéressant. Ouais, OK. Je vais vous placer quelques petites infos dans le chat si je m'y retrouve. Mais ça, ou Evelyne, tu Oui. parlais peut-être d'envoyer un courriel après avec plus d'informations. Je sais Oui, pas ben si. exactement. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai fait je l'ai transmis justement à Joséanne tantôt là, pour voir si c'était complet, puis voir s'il y a des personnes qu'on pourrait rajouter dans le courriel, effectivement. Oui, comme ça, vous allez avoir plein de liens là aussi là, pour vous retrouver là-dedans. Parfait. Donc, Josiane, je ne sais pas si tu voulais gérer le tour de parole, les questions, s'il y en a, là. Actuellement, il n'y a pas de questions dans le chat. C'était trop complet, là, comme présentation. C'est ça que tu me dis. Je serais comme curieuse de savoir qui n'est pas de la région de l'Abitibi-Témiscamingue là, et qui l'est. Je sais pas s'il y en a. Ceux qui sont de l'Abitibi-Témiscamingue, s'ils veulent des fois lever leurs mains ou mettre un émoticône, ça me donne une idée. Ah, quand même, c'est bien. Merci. Super. Puis aussi, juste dire, dans la présentation, j'avais mis ma bibliographie, si ça peut intéresser les personnes à consulter, s'ils veulent consulter ça. Et Ah, super. quelques informations complémentaires, là, déjà que c'était long, là, je vois que je ne l'ai pas C'est bien rajouté. correct.
Non, juste un petit rappel. En fait, bon, évidemment, je vous ai dit en début de webinaire que la présentation est enregistrée. Elle va être disponible ensuite sur notre site web là, dans les prochains jours. Simone aussi nous a autorisé à partager sa présentation PowerPoint. Donc, vous allez recevoir un courriel là, après ce webinaire avec tous les liens et fichiers, là. Euh, Evelyne, tu as précisé quelque chose lors d'activités en lien avec les vérifier la conformité environnementale aux lois et règlements. Par exemple, on retrouve au RAFI des allègements à propos des aux articles nommés que vous pouvez voir. Ça, c'est en fait, c'est l'information que tu nous envoyais hein, avec un lien, c'est ça, je comprends? Oui, c'est ça exactement. OK, parfait. Donc, c'est toujours J'avais pas vu ton intéressant. message non plus avant, là. C'est ça, on n'utilise pas souvent Zoom. Je suis désolée, il y a eu un décalage. Pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'autres, je l'enverrai ça aussi peut-être par courriel, à moins que tu vas leur préciser, Evelyne, pour ce qui sera envoyé au MRC, là. Oui, il y a Pour le plusieurs choses. Ça, c'est juste un extrait du courriel. Donc, OK. Fait que ça va être transmis aux personnes qui travaillent auprès des MRC ben, par la dans un suite. premier temps, puis on va voir là, pour faire suivre à d'autres personnes pour élargir l'envoi aussi, là. Super. Ben, avant, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, OK. Le CRE aussi est intéressant à recevoir les liens partageables. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au webinaire, mais avant de partir, je vous enverrai un petit sondage là, que vous devriez recevoir à l'instant. Vous me direz. Parfait. Donc, je vous invite à compléter ça avant de quitter le webinaire. Comme ça nous permet d'avoir un suivi sur nos activités et en planifier d'autres. Et sur ce, je vous souhaiterais une bonne fin de journée à tous. Merci encore, Simone, de t'avoir proposé pour ce webinaire. On est toujours content de pouvoir mettre à profit nos ressources régionales. Yes. Ben, merci pour l'occasion. Hey, bravo, c'était vraiment très complet. Bravo. Merci beaucoup.